Le mont Mikeno, un volcan éteint des montagnes des Virunga en République démocratique du Congo. Il abrite l'une des espèces animales les plus menacées de la planète, le gorille des montagnes. Il en reste à peine 900 dans le monde, dont environ 500 ici, dans le parc national des Virunga. Des gardes forestiers armés jusqu'aux dents risquent leur vie pour les protéger des braconniers, bandits et autres criminels. Ces terres volcaniques sont fertiles, mais ne suffisent pas à nourrir une population de plus en plus nombreuse. La pression se fait de plus en plus sentir sur l'habitat naturel des gorilles des montagnes. Peut-on encore sauver les Virunga ? À chaque patrouille, les gardiens du parc national des Virunga mettent leur vie en danger. Plus de 170 gardes forestiers sont morts ces 20 dernières années en combattant les braconniers et autres malfaiteurs. Christian Chamavou est alerté par le bruit d'une machette en action. Jolie Songia, 26 ans, a dû elle aussi s'habituer à vivre avec le danger. Un garde forestier doit être prêt à tout. Il est entraîné pour ça. Et c'est un métier qui rend courageux. Nous devons regarder le danger en face et nous en remettre à Dieu. Sans penser constamment à la menace qui pèse sur nous. Si j'avais peur, il faudrait que je change de métier. Nous ne savons jamais à quoi nous attendre. Parfois, nous nous retrouvons face à des criminels armés. Ça arrive régulièrement. Soudain, les gardes repèrent un collet. Il s'agit donc de braconniers. Les coordonnées du lieu sont immédiatement enregistrées. Baissez-vous. Observation. Ok. Main en l'air. T'es en état d'arrestation. Fais-le venir par ici. Tu braconnes dans le parc? Oui. Pour l'argent? Oui. La situation est sous contrôle. Le braconnier arrêté, mais il ne s'agissait cette fois que d'un entraînement. Le parc national des Virunga est situé à la frontière avec le Rwanda. Dans les années 90, des dizaines de milliers de réfugiés rwandais, fuyant le génocide, ont afflué dans la région, d'où la forte densité de la population. D'autre part, les ressources naturelles de l'Est du Congo, existantes ou présumées comme le pétrole, font l'objet de convoitises et de violents affrontements, et le parc n'est pas épargné. Les gardes forestiers partent faire leur ronde. Ce sont des employés de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, un organisme d'État qui administre tous les parcs nationaux du pays. Christian Chamavou est l'un des gardes les plus expérimentés du parc des Virunga. Il dirige la brigade canine spécialisée dans la traque des braconniers. Les Springers anglais sont entraînés à débusquer l'ivoire et les armes. Quant aux chiens de Saint-Hubert,
leur flair redoutable leur permet de suivre une trace olfactive sur des centaines de kilomètres. Dans un enclos situé dans l'enceinte du quartier général des gardes forestiers, vivent 4 jeunes gorilles. Ils ont été recueillis car sans leur mère tuée par des criminels, ils n'auraient pas survécu à l'état sauvage. Sans les gorilles, il n'y aurait pas de parc national. C'est le sinistre calcul des braconniers comme de certains habitants des villages environnants. Jolie et Christian surveillent les jeunes gorilles. Yalala, la plus jeune, a perdu une jambe dans un piège. Elle vient juste de rejoindre les 3 autres après avoir été placée seule dans un premier enclos. Mais comme c'est un gorille de montagne, il doit vivre avec tous les autres. On a essayé de voir s'il peut être accepté par les autres gorilles, dont des Ndakasi et Matabishi. Quelquefois, Ndakasi, elle est un peu agressive. Elle veut pousser ou frapper Yalala, mais Matabishi, il vient, il le couvre, il le sauve. Non, tu n'as pas le droit de taper, c'est ma femme, je dois la protéger. C'est son amour pour les animaux qui a poussé Christian à faire ce métier. Moi, j'ai eu la chance de voir les gorilles avant 15 ans. J'ai été impressionné de ces animaux proches des hommes. J'étais impressionné de protéger ces animaux phares qu'ils laissent que tous les hommes puissent quitter partout dans le monde à cause de ces animaux. Pour que peut-être une autre génération après nous peut rencontrer ces espèces. Donc moi, j'ai prêté le serment de travail comme garde-parc. Quel que soit le salaire, quel que soit quoi, je ne peux pas abandonner de travail pour le parc parce que je l'ai fait volontairement et ça, de mon propre cœur, de protéger la nature toute ma vie. Yalala réussira-t-elle à se faire adopter? Les prochains jours seront décisifs. Le parc commence directement derrière le QG des gardes forestiers. Au cœur de la forêt, ils aperçoivent la fumée de feux illégaux provenant de charbonnières. De grandes sections du parc ont déjà fait les frais de la fabrication de charbon de bois par la population locale. L'un des villages qui bordent le parc s'appelle Kibati. Ses habitants comptent parmi les plus pauvres du Congo. Comme tant d'autres dans la région, ils subissent la guerre et les persécutions depuis des décennies. Et en 2002, l'éruption du volcan Nyiragongo a dévasté de nombreux champs transformés en un grand désert de lave. Marie-Jeanne et Gaspard Oukizebouba ont 10 enfants. Le dernier né a 1 an et l'aîné 25. Comme beaucoup d'habitants de son village, Marie-Jeanne est une fervente adversaire du parc national. Nos problèmes à Kibati viennent du parc. Avant, on pouvait couper du bois et fabriquer du charbon. Et puis, il y a eu les premières victimes. Certains des nôtres se sont fait tuer. Depuis, nous avons peur d'aller dans le parc. Certains habitants sont devenus braconniers et ont tiré sur des gardes qui ont tiré en retour. Il y a eu des morts des 2 côtés. Nous avons cherché d'autres moyens de survivre. J'ai emprunté un peu d'argent et je me suis mise à faire des gâteaux. Les enfants m'aident à les vendre. Et je cultive aussi mon potager. On survit comme ça, la faim au ventre. Les temps sont durs. Les champs de la famille Oukizebouba s'étendent à la frontière du parc. Gaspard et Marie-Jeanne se sentent harcelés à la fois par les gardes forestiers qui leur interdisent de chasser ou d'abattre des arbres et par les bandits qui leur soutirent de l'argent.
On pourrait vivre correctement avec les haricots et les quelques légumes qu'on fait pousser. Il y a 2 récoltes par an. Sauf que ce n'est pas sûr. Souvent, les singes détruisent des récoltes entières et tout le travail est perdu. Nous n'avons que ce champ qui touche le parc. Avant, notre village était juste à côté des cultures. Mais on a dû le déplacer là-bas. Quand on vivait encore ici, on pouvait repousser les babouins dans la forêt. Quand on en tuait un, on avait la paix pendant un bon moment. Ils s'en allaient loin. Tu crois qu'il va pleuvoir? Non, je ne crois pas. Un jour, des criminels ont attaqué notre village. On a dû ouvrir nos portes. Ils ont embarqué certains d'entre nous et ils les ont tués. Surtout des pères de famille et des jeunes hommes. Alors un jour, on a décidé d'abandonner le village et d'aller vivre un peu plus loin. On ne vient plus ici que pour travailler dans les champs et le soir, on rentre au village. Retour au quartier général du parc national. La journée de travail de Jolly Songa commence à 6h30. Elle habite dans l'une des maisons réservées aux gardiens du parc. Quand elle a commencé sa formation de ranger il y a 3 ans, elle était consciente des risques du métier. Son père était lui aussi garde forestier et il est mort dans une embuscade. Ce qui me plaît vraiment dans ce métier, c'est que les femmes sont respectées. Il n'y a pas si longtemps, il était impensable de laisser une femme porter une arme et de lui confier de lourdes responsabilités. Mais le monde progresse et on voit de plus en plus de femmes dans ces postes-là. On fait volontiers appel à nous pour représenter le parc, lui donner une bonne image. Je trouve ça bien. Il y a quand même des hommes qui continuent à nous considérer comme des êtres incomplets, sous prétexte que nous sommes faibles. C'est vrai que nous sommes souvent plus faibles que les hommes. C'est la nature qui veut ça. Nous ne sommes pas comme nos collègues masculins. Nous sommes bien plus gracieuses. L'une des responsabilités de Jolly est d'accompagner les touristes qui souhaitent voir les gorilles. Il y en a encore près de 500 dans le parc des Virunga. 130 d'entre eux sont habitués à l'homme et se laissent approcher. Ce genre de visite guidée au sein du parc naturel coûte environ 1 500 $ par personne. Une source de revenus lucrative pour le gouvernement qui justifie les efforts déployés pour protéger les gorilles. Et pour que les touristes osent s'aventurer dans le parc, il faut aussi assurer leur propre sécurité. En tenant à distance braconniers et criminels, on fait d'une pierre 2 coups. Résultat, les gorilles bénéficient d'une surveillance quasi permanente. Je suis impressionnée par leur taille.
Et ils ne sont vraiment pas farouches. On ne semble pas les déranger le moins du monde. On parle, les gardes font du bruit, et eux, ils continuent à mâchonner sans se laisser perturber. Ce sont de bons gros géants. Avant, je ne connaissais rien aux gorilles. Ce n'est qu'en venant travailler ici que j'ai compris leur importance. Je ne pense pas que les gorilles soient totalement inoffensifs. Ce sont des animaux sauvages et dangereux. Ceux-ci sont habitués à l'homme, mais il faut quand même faire attention. Les visiteurs rapportent beaucoup d'argent. C'est le plus important, pas seulement pour nous, les gardiens du parc, mais aussi pour la population. C'est pour ça que nous avons besoin des gorilles. Je fais ce travail parce que ça me permet de toucher un salaire et d'aider ma famille. Je ne le ferais pas si je n'étais pas payée. C'est pour l'argent que j'exerce ce métier. La plupart des rangers vivent seuls ou en famille au quartier général du parc, comme Christian Chamavou. Moi, je pars souvent, toujours, et je sais que c'est entre la vie ou la mort. Je parle avec ma femme, ok, je fais ça pour que dans l'avenir, il faut prendre vos enfants. Et je sais que si aujourd'hui je peux tomber sur le terrain, souvent je m'organise. Quand je reçois mon salaire, je dois faire quelque chose pour que ma famille puisse avoir là où il peut rester après ma mort. J'ai déjà acheté une petite parcelle où si je tombe aujourd'hui sur terre, ma femme et ma famille peuvent quitter le camp et aller rester à la maison chez moi. Une famille de gorilles des montagnes reçoit aujourd'hui la visite d'Eddie Kambale. Eddie a sauvé la vie de beaucoup de ces grands singes. En tant que chef de l'équipe vétérinaire congolaise spécialiste des gorilles, il est toujours prêt à intervenir quand l'un d'entre eux est malade. Quand il entend craquer les tiges de bambou, il sait que les gorilles ne sont plus loin. À 1 heure de marche des dernières maisons situées à la lisière de la forêt, Eddie trouve les nids de la famille de gorilles. Ah, un dos argenté. On le reconnaît à la taille des excréments et parce qu'il y a quelques poils argentés. Sierra position 1.49. Yeah, altitude. 2005. Okay. Les gorilles et les hommes se ressemblent tellement qu'ils peuvent se transmettre mutuellement des maladies. Par mesure de précaution, les gardes doivent donc porter des masques de protection. Bientôt, le premier membre de la famille apparaît non loin des nids. Ce dos argenté, reconnaissable à sa calvitie, reste toujours un peu en retrait du reste de la bande. Lui, c'est Kadogo. On a 3 dos argentés ici. 2 ont une femelle, mais pas lui. Il n'a pas de chance, d'autant qu'il n'a pas le droit d'approcher les partenaires des 2 autres. Il a de nombreuses blessures. J'en vois une sur le bras droit.
On dirait une coupure, mais elle n'est pas profonde. Une plaie superficielle n'est pas un gros problème pour un grand gaillard comme lui. Les gorilles peuvent très bien vivre avec ce genre de blessure. Ce bonhomme n'a pas la vie facile au sein du groupe. Jusqu'à récemment, il se faisait continuellement rejeter. Et puis il s'est allié avec un des deux autres dos argentés, et ensemble, ils ont essayé de voler sa femelle au mâle dominant. On espère qu'il réussira bientôt à se trouver une partenaire. Sinon, il devra attendre que les jeunes femelles du groupe soient assez âgées, et alors il pourra s'accoupler avec l'une d'entre elles. Elle, c'est Bilali. Elle attend un petit. Elle aussi est couverte de blessures à la main droite. Mais rien de grave non plus. Elle bouge normalement. Tout va bien. Ces blessures sont provoquées par des rixes entre membres du groupe. Celles-ci sont assez rares et généralement sans conséquences. Aujourd'hui, la petite équipe assiste à une scène peu ordinaire. Il est assez rare que les gorilles adultes grimpent aux arbres. Quand on le visite, c'est un animal unique au monde, unique à ce genre. Il n'y en a pas ailleurs dans le monde, donc je suis fier de ça. C'est pourquoi aussi je l'aime bien et je dois contribuer à sa protection. Voilà, et pour la vie future de tous les Congolais et pour le monde entier. Et même après les droits de l'homme, je pense que c'est comme ce sont des primates les plus proches de l'homme, on les appelle les primates non humains. Donc, quand je les vois sur les proches, après les droits de l'homme, c'est les droits de ces animaux. Définitivement, nous devons les protéger. Beaucoup de gens ils nous demandent toujours pourquoi vous investissez beaucoup dans la protection de ces animaux, les gorilles. J'ai souvent répondu seulement que dans la conservation, il y a même peu de gens qui financent, comparativement aux humains. Quand vous voyez combien d'organisations il y en a pour les humanitaires, il y en a trop. Il y a combien de bureaux pour les humanitaires, il y en a trop. Pour les gorilles, c'est vraiment à compter à bout des doigts. Et encore, les gorilles, c'est une espèce menacée. Et ce que j'ai fait comme blague souvent, j'ai dit l'espèce humaine n'est pas menacée. C'est pourquoi là, on peut encore dire, OK, on peut limiter les naissances, il y a des campagnes, des ci, des sites. Mais chez les gorilles, nous voulons que vraiment ils se reproduisent à grand nombre, aussi à grand nombre possible qu'on peut les avoir. C'est pourquoi on ne fait même pas des programmes de planning familial. Quand le parc a vu le jour en 1925, le Congo était faiblement peuplé. Dès sa création, les expropriations ont suscité mécontentement et résistance. Et l'augmentation de la population n'a rien arrangé. Les terres arables manquent cruellement. Le parc a beau soigner son image, la richesse présumée de ceux à qui il profite attise toujours plus de jalousie. On attend du parc davantage de soutien, faute de pouvoir compter sur l'État.
Jolie et son collègue Benoît vont faire quelques courses à Kabaya, une localité proche du quartier général. Jolie souhaite envoyer de l'argent à sa mère via son téléphone mobile. Elle est la seule de sa famille à avoir un emploi fixe. Allô? Ça va bien et toi? Pourquoi maman ne veut pas venir au téléphone? Je voulais juste vous dire que j'ai envoyé un peu d'argent. Je vais lui dire. Mon Dieu, quelle vie! Que des problèmes. Je ne vis que pour les autres. Il faut que j'envoie tout le temps de l'argent à ma famille. Et le travail est fatigant. Il faudrait que je gagne plus d'argent. Les paysans des environs vendent leurs produits sur le marché de Kabaya. Les rangers en uniforme sont régulièrement la cible du mécontentement populaire. Le parc ne nous apporte aucun avantage en matière de développement. À nous, les Congolais. Nous savons qu'il est important pour les étrangers. Mais à nous, il ne nous rapporte rien. Nous sommes tous sans travail. Le parc engrange de l'argent jour après jour. Les étrangers en profitent. Ils viennent, prennent l'argent et disparaissent de nouveau. Pas seulement les étrangers, des Congolais aussi, mais pas les gens d'ici. Quand le parc a eu besoin de bras, nous avons tous offert nos services, mais pas un n'a été embauché. Ils n'ont pas voulu de nous. Il faut que tu comprennes que les emplois sont rares. Nous devons sélectionner. Certains sont engagés et d'autres non. Nous ne pouvons pas embaucher tout le monde. Si tu nous envoies ta candidature, ça ne veut pas dire que tu auras un poste. Parfois ça marche et parfois non. Ne te laisse pas décourager. Un jour peut-être tu seras pris. Ce n'est pas vrai. Ils ne veulent pas de nous. Non, c'est pas vrai. Moi, même si mon père était ranger, j'ai dû passer par le processus de sélection. Beaucoup d'autres n'ont pas été pris. Les villageois sont convaincus qu'ils sont désavantagés faute de relations ou parce qu'ils n'appartiennent pas au bon groupe ethnique. Ils pensent aussi que la corruption entre en jeu dans l'attribution des emplois. Dans le sud-ouest de la zone protégée, 130 km² de forêt ont été défrichés pour fabriquer du charbon de bois. Des millions de personnes s'en servent pour cuisiner, faute d'autres moyens. Ils n'ont pas d'électricité et le gaz coûte très cher. Le commerce du charbon de bois est en plein essor. Des criminels contrôlent cette portion du parc. Le trafic du charbon rapporte des millions de dollars par an et ils ne comptent pas s'en priver. Si les gardes forestiers pénètrent sur le territoire qu'ils se sont appropriés, ils leur opposent une résistance musclée. Le charbon est acheminé jusqu'à la route par des porteurs recrutés dans les villages. Des femmes pour la plupart. C'est très lourd pour une femme. Nous partons à 7 h du matin et nous portons des sacs jusqu'à 11 h ou midi. C'est exténuant. Nous souffrons beaucoup. Le petit sac en haut, c'est mon salaire. Regardez cette jeune fille. Voilà comment commence sa vie. Comme la mienne il y a des années. On a mal partout et les jambes qui tremblent.
Nous savons tous que c'est grâce aux arbres que nous pouvons respirer. Sans les forêts, l'air ne serait pas propre. C'est la misère qui nous oblige à faire ce travail. La pauvreté, la faim. Ici, il n'y a pas d'industrie, pas d'économie qui permettent aux hommes de trouver du travail pour nourrir femmes et enfants. Il n'y a rien. Nous n'avons rien. Nous ne sommes rien. À 2 heures de route au nord de Goma, dans la région de Rutshuru, le parc national poursuit son plus ambitieux projet, produire de l'électricité de sources hydrauliques. Christian et Ephrem, qui est à l'origine du projet, vont voir un nouveau client. Voilà 2 ans qu'il y a effectivement du courant dans la région. Une façon pour le parc de montrer son utilité. Le propriétaire de ce moulin à riz a modernisé son installation. Elle fonctionne non plus au diesel, mais à l'électricité. Il se plaint néanmoins du prix élevé de cette nouvelle énergie. Qu'est-ce qui est mieux si tu compares avec avant? Le moulin diesel ou électrique? Le nouveau est beaucoup plus rapide. Pour les villageois qui exercent une petite activité industrielle, l'électricité est une bénédiction. Mais le reste de la population n'est pas aussi enthousiaste. Pour beaucoup, le courant est tout simplement trop cher. Malgré tout, Ephrem reste optimiste. Avec l'électrification, l'électricité publique, l'éclairage public principalement, les journées de travail se sont allongées. Il est possible aux gens de pouvoir travailler jusqu'à 20h, 21h. Et aussi, il y avait le couvre-feu déjà à 18h, mais pour le moment, le couvre-feu a été rallongé. Il n'y a même plus de couvre-feu. Et cela est un avantage significatif lié à l'électricité. Et cela permet de pouvoir créer des emplois connexes liés à l'activité. Et il n'est pas seul à avoir tourné cette petite entreprise. Il y a d'autres qui ont des entreprises de ce genre. Quand on voit l'impact au niveau des ménages, on voit l'impact au niveau de l'éducation. Les enfants peuvent étudier beaucoup plus longtemps qu'ils n'avaient l'occasion. Les enfants peuvent avoir accès à Internet. Les cybercafés se sont ouverts. Ça, c'est des avantages collatéraux qu'on peut citer au niveau de l'électricité. Depuis qu'on a l'électricité, le parc présente un réel intérêt pour nous. Mais c'est le seul bénéfice qu'on en tire. Il devrait y en avoir plus que ça. L'idée initiale était que l'électricité remplace le charbon de bois. Mais ça n'a pas marché. Cuisiner à l'électricité revient plus cher. Eddie Kambale, le vétérinaire, a été appelé au quartier général. Un singe bleu est mal en point. Il s'est vraisemblablement blessé au contact d'une clôture électrique. Elle est en train de mourir. C'est une vie. On ne voulait pas l'arrêter jusque-là. Pour faire l'euthanasie, c'est une grande question. Mais on va essayer de l'aider, tant soit peu, jusqu'à ce que lui-même arrive à mourir naturellement, supprimer la souffrance, à retarder la mort. L'animal est blessé à la tête. Il a dû faire une mauvaise chute. C'est vraiment clair. Voilà. C'est vraiment un traumatisme pour nous. Et c'était fort. Quand le crâne arrive vraiment à s'enfoncer comme ça, c'est pas facile. C'était un grand choc. Trois semaines ont passé et la situation s'est apaisée dans l'enclos des gorilles orphelins. Nakasi Uzuka
L'intrusion de Yalala a obligé les gorilles à revoir l'organisation hiérarchique du groupe. Par chance, tout s'est bien passé. Et la survie de Yalala au sein de la bande est désormais assurée. Eddie procède à ses bilans de santé habituels. Il était là quand les bébés gorilles ont été sauvés. Et depuis, il assure leur suivi. Matabiche, maintenant qui est devenu presque le papa, ils sont trop attachés aux petits. Ils prennent beaucoup de choses aux petits. Si Ndakassia attaque la petite Matabiche, elle intervient facilement. Elle est très gentille, elle est calme, elle est courtoise. Et quand d'autres gorilles peuvent attaquer. Tu vois? Et quand on est amis, on peut jouer avec sans problème. Je peux checker, je peux voir ce que je veux. Il me laisse manipuler. Voilà, elle est jalouse. Attends, c'est quoi ça? Oui. Et quand nous entrons dans la tradition maintenant de rester avec, de le laisser seul, voilà, il est en train de monter avec tout son poids, et là, il peut me blesser. Ça pèse. Mais alors lui, elle est en train de jouer. De son côté, la petite Yalala n'est pas encore très rassurée en présence d'Eddie. Il lui a fait beaucoup de piqûres lorsqu'il a dû l'amputer, et elle ne l'a pas oublié. Matabiche, ça c'est son jeu, très fort. Il joue avec force. Voilà. À Kibati, une délégation s'est réunie pour recevoir des représentants du parc national. Ephraim, Christian et Jolie vont tenter d'améliorer les relations entre le parc et le village. Si les salutations sont cordiales, les employés du parc ont malgré tout l'impression de pénétrer en terre ennemie. Ils n'ont pas oublié que les habitants de ce village ont participé à l'embuscade mortelle contre les gardes forestiers postés à Kibati. Nous avons perdu des collègues. J'y étais. Ils nous ont attaqués par surprise avec des armes. Nous avons dû nous défendre. Et un collègue est mort. Nous le connaissions tous. Ces gens sont armés, ce sont des criminels, et ils viennent de votre village. Nous devons coopérer. Quand quelqu'un rôde dans le parc, vous ne devez pas le laisser faire. Les criminels ne sont plus là. Les rangers de Kibati pensent encore que les criminels viennent de notre village. Quand ils rencontrent des gens d'ici dans la forêt, ils les chassent systématiquement. C'est humiliant pour nous. Aucun de nos jeunes n'a le droit de travailler pour le parc. Je vous pose la question. Que pouvez-vous faire pour que nous puissions nous aussi en profiter? Il y a de jeunes hommes forts à Kibati qui pourraient très bien faire porteur. Nous avons entendu les mêmes reproches à Kabaya. Là-bas, ils disent qu'il n'y a que les gens de chez vous à qui on donne du travail. Je peux vous promettre que je transmettrai cette question au chef de l'autorité compétente. Je lui demanderai pourquoi aucun des habitants de ce village n'est embauché comme porteur. Les habitants de Kibati se battent inlassablement pour restaurer la confiance en leur village. Les deux parties débattent pendant 2 heures. Le dialogue rompu depuis des années entre le parc et le village
a enfin repris. Ephrem s'engage à faire don de 1000 jeunes pousses d'arbres au village et à faire goudronner la piste qui mène à Kibati. Six semaines plus tard, après le départ de notre équipe de tournage, 7 gardiens du parc, dont une femme, meurent dans des attaques criminelles. L'une d'elles a lieu près de Kibati. Jolie continue à travailler, coûte que coûte. La voici qui entreprend l'ascension du Nyiragongo. Ce volcan est, avec les gorilles, l'une des plus grandes attractions du parc national des Virunga. Christian et elle accompagnent des visiteurs et assurent leur sécurité. À 3400 mètres d'altitude se déploie un immense cratère qui renferme un lac de lave bouillonnant. Notre pays est comme ce volcan, à la fois dangereux et magnifique. On a d'incroyables richesses naturelles au Congo. Mais à cause d'elle, il y a la guerre. Mon vœu le plus cher, c'est que nous vivions un jour en paix.